Merci beaucoup. Décidément, c'est assez agité ce matin. Contrairement à ce que Philippe Mabille a pu vous dire, la séquence du matin n'était pas terminée. Mais il y a des gens qui rêvent et puis d'autres qui ne savent pas rêver. Nous, on rêve. On rêve d'un futur prometteur, d'un futur désirable. Et chose qui n'est pas coutume, eh bien, je suis entourée de femmes. Il faut croire que seules les femmes rêvent. C'était pas du tout calculé. Le monde change et je suis ravie d'accueillir sur cette séquence éditoriale consacrée aux rêves en 2050, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui face au monde anxiogène que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'on peut vraiment rêver d'un monde aujourd'hui plus désirable? Alors je demanderai juste à la régie de nous laisser le temps de rêver ensemble pendant le temps qui nous était imparti, puisque vous l'avez compris, on a pris beaucoup de retard sur ce forum Transition. Alors, je présente tout de même mes invités. Flora Gebali, je suis très heureuse de vous accueillir ici, jeune génération. Vous avez créé votre agence Coalition, on en reparlera tout à l'heure, spécialisée en transition écologique. Et puis vous avez un parcours de femme très engagée. À vos côtés, Emma. Emma, vous êtes étudiante à HEC. Vous n'avez pas envie qu'on vous prépare au monde d'hier. Alors, on va parler du monde de demain et de vos rêves pour 2050. À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Léonard-Duzy. Inès qui a été la première lanceuse d'alerte, je crois en tous les cas en France, pour nous prévenir que le digital était aussi très polluant. Et puis, vous avez créé votre ONG, Digital for the Planet. Et puis, l'histoire se continue. On en reparlera aussi tout à l'heure. À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Delannoy. Isabelle Delannoy, c'est une agronome, une ingénieure agronome qui a lancé le concept d'économie symbiotique. Qu'est-ce que c'est que l'économie symbiotique? On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce qu'Isabelle nous a fait une petite surprise. Isabelle va nous projeter directement en 2050, dans un avenir donc symbiotique. Nous sommes en 2050 et Isabelle s'adresse à une jeune personne qui est née dans les années 2030. Alors certains seront encore jeunes, comme vous. Voilà, comme vous, Inès, moi un petit peu moins, mais peut-être que je serai encore sur cette belle planète que nous essayons de préserver. Isabelle, je vais vous laisser la parole parce qu'on va partir dans un beau voyage avec vous. On part en 2050 et vous verrez qu'en 2050, eh bien, les choses peuvent être encore plus belles qu'aujourd'hui. À vous, Isabelle. Merci. Tu me demandes comment c'était avant, quand j'avais ton âge. C'était étrange. On était dans une période de flou total. On voyait les grandes menaces arriver, mais on n'avait pas réussi à leur donner un sens collectif. Ça change tout, tu sais, le sens collectif. Avoir une vision de l'avenir et savoir que c'est un chemin. Les choses se sont progressivement retournées en quelques années. Ça a commencé vraiment au début des années 2020. Tu n'étais pas encore né. La grande pandémie, combinée avec le début des événements climatiques extrêmes et simultanés à de multiples endroits du globe, a créé un électrochoc. C'était nouveau, on n'avait jamais vu ça. On connaissait des chocs climatiques, sanitaires, sociaux, politiques et économiques de plus en plus fréquents. On a commencé par exemple à voir des pénuries se déclencher suite à n'importe quel événement. Une fermeture des frontières liée à la pandémie, un bateau coincé dans un canal, des pénuries de puces électroniques immobilisant le secteur automobile, des pénuries de ciment en Suède, de chauffeurs en Grande-Bretagne, de bois pour l'éco-construction. Nos ressources écologiques, sociales, économiques s'épuisaient. Chez nous, on a déclenché un autre développement, un développement régénératif de nos ressources. On s'est laissé inspirer par plein de modèles qui apparaissaient un peu partout et on en a ensuite inspiré d'autres. Je ne sais pas comment on aurait fait face au désordre climatique sans cela. Oh, les villes n'étaient pas des jardins comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de circulation. Imagine, on avait chacun notre voiture. C'était infernal. Non seulement on n'arrivait plus à circuler, mais en plus cela coûtait une fortune et précarisait les gens sans créer beaucoup d'emplois. Et si ça a commencé justement par ça, par l'automobile, l'agglomération a investi avec des industriels pour créer des voitures assemblables sur place. Elle a proposé une flotte à laquelle chacun pouvait avoir accès et elle a ouvert l'investissement à la population. C'est comme ça qu'on est devenu investisseur de notre voiture, comme on l'est tous aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas la règle. On avait même des bus. Tu n'as pas connu cela. Tu vois aujourd'hui sur les grands axes, nos voitures se mettent en pilotage automatique, elles forment des chaînes qui recueillent sur leur passage les gens qui ont commandé sur la plateforme numérique, et quand tu y participes, cela réduit le prix de ton abonnement. Eh bien avant, on attendait le bus, et on le payait en plus, c'était un gouffre pour les collectivités.
Ce que tu connais aujourd'hui pour ton smartphone, tes équipements de la maison, etc., cela n'existait pas du tout. On achetait tout. On payait l'assurance, les réparations, l'essence. Et quand ça tombait en panne, on jetait et on rachetait. Oui, c'était comme ça pour tous nos objets. Quand j'y repense, l'enfer. Aujourd'hui, comme les fabricants restent propriétaires, ils réutilisent les composants des anciennes machines vers les nouvelles. Plus de pénurie. Et comme les accords se sont multipliés avec les collectivités pour créer les ateliers d'assemblage locaux, plus de transport et des emplois. Aujourd'hui, tu commandes un vêtement d'un créateur à Pointe-à-Pitre et il est fabriqué dans l'atelier textile d'ici. Avant, ça ne marchait mais pas du tout comme ça. On faisait circuler le lourd sur toute la planète. Maintenant, on fait circuler le léger. L'information. Et ça faisait tellement de déchets que les impôts locaux ne cessaient d'augmenter pour absorber tout cela. Car oui, les villes alors ne te procuraient pas de revenus, elles te prenaient des impôts. Oui, parce qu'avant il y avait des impôts locaux. Oui, c'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Tiens, cueille-moi cette pomme, s'il te plaît. D'ailleurs, cette forêt comestible où nous sommes là, il n'y en avait que dans quelques rares villes du monde. Mais arrête de faire cette tête. C'était très rare, les endroits où tu voyais comme ici pousser les tomates, les mirabelliers, les pruniers, les fraises. C'était très pollué et les villes étaient des fours l'été. On n'avait pas non plus tous ces jardins de pluie au bord des trottoirs qui infiltrent les eaux, ces parcs boisés qui protègent les côtes, ni ces jardins d'épuration de nos eaux. Le végétal était très rare dans la ville. Avoir vu sur un arbre ou un parc, mais cela pouvait te faire grimper le prix d'un logement. On ne réutilisait pas l'eau comme maintenant. Tu vois, aujourd'hui, nos eaux usées passent par des jardins aquatiques qui les épurent et vont ensuite irriguer les jardins maraîchers, où elles sont filtrées pour revenir dans le circuit des habitats. Mais rien de tout cela à l'époque. Toutes les eaux de pluie, comme usées, allaient dans les égouts et se faisaient traiter dans d'immenses bassins de décantage à parfois plus de 10 km de là et étaient rejetées. Pour chaque usage, on puisait directement dans la ressource. Rien n'était pensé en circuit comme maintenant. D'ailleurs, l'agriculture était un gouffre de consommation d'eau. Il n'y avait presque plus aucune végétation sauvage dans les cultures. On voyait des champs immenses sans un arbre. Les sols étaient si épuisés qu'ils ne retenaient plus l'eau et l'irrigation était massive. Cela pourtant n'améliorait pas les récoltes. Cette façon de cultiver n'était plus adaptée au changement climatique. Dépourvus de la fraîcheur des haies et des bosquets, les champs brûlaient l'été, s'affaissaient sous les grêles. Nous avons eu plusieurs années de très mauvaises récoltes. Une augmentation brutale du prix de la nourriture, des pénuries en certaines denrées, des chocs sociaux. Cela a été parmi les pires moments dont je me souvienne. Puis il y a eu un virage obligatoire et massif de l'agriculture vers la permaculture, l'agroécologie et l'agroforesterie. Dommage qu'en étant attendu, on aurait fait ça progressivement, tout de suite nous n'aurions pas eu de soulèvement. On a complètement changé d'économie. On a favorisé partout les solutions fondées sur la nature pour absorber le carbone et contribuer aux équilibres planétaires comme toutes les autres espèces vivant sur Terre. On a transformé l'industrie en une industrie de l'usage et non plus de la possession, locale et adaptée aux besoins. On ne s'en serait pas sorti énergétiquement sans toutes ces modifications. Bon, allez, on rentre chez toi. D'ailleurs, tu sais, quand j'avais ton âge, presque personne non plus habitait là où il travaillait. J'ai fait partie des premiers à m'allier au projet d'un ami. Il cherchait en pleine ville un endroit où il pouvait combiner bureau et logement et des copains pour faire ça avec lui. On a fait partie de l'aventure et regarde maintenant comme c'est commun. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. On peut applaudir Isabelle, effectivement, parce que nous avons été tout à coup projetés dans un monde qu'on a vraiment envie de connaître. Alors que ce n'est pas toujours le cas quand on parle aujourd'hui de l'état de la planète, malheureusement. Alors j'ai tout de suite envie de faire rebondir Flora. Flora, pourquoi j'ai envie de vous faire rebondir? Parce que quand on a préparé l'émission ensemble, vous m'avez dit textuellement, aujourd'hui on a besoin d'un nouveau récit pour 2050, on a besoin d'imaginaire, de création, d'intuition. Sans cela, on ne peut pas construire le monde dans un monde dans lequel on ne se projette pas. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement engagé. Depuis longtemps maintenant, vous vous êtes engagé politiquement, vous avez été au cabinet de François Hollande, vous avez été ensuite à la France s'engage, et puis vous avez créé votre agence, vous avez trouvé votre place, Coalition. Alors parlez-nous de vos engagements, et puis puisque vous êtes cette génération qui va changer le monde, qui est le titre de votre ouvrage, Ma génération va changer le monde, je crois que vous l'avez amené le livre, je vais le montrer, voilà, tout simplement. Je vous invite à vous procurer le livre de Flora, ça vaut vraiment la peine, parce que c'est inspirant. Alors inspirez-nous pour 2050, Flora. C'est une lourde tâche, mais alors avant de vous répondre, je voudrais remercier sincèrement les personnes qui sont restées nous écouter,
Parce que après, les hommes qui ont parlé de grandes responsabilités, grands défis, grandes missions, enfin je sais plus le titre exact de la table ronde. Merci. Voici les femmes. Et alors voici les femmes en non-mixité, je suis désolée, c'est pas à la mode la non-mixité. Voici les femmes pour vous parler d'imaginaire, de rêve, de toutes ces choses assez féminines, en tout cas attribuées au féminin. Et donc moi j'ai mis longtemps à accepter, et ça fera une transition parfaite sur la question qui m'est posée de comment on trouve sa place. J'ai mis longtemps, enfin relativement longtemps, j'ai 27 ans, mais j'ai mis un moment à trouver ma place, tant j'avais besoin d'imiter les hommes, de faire comme les hommes pour exister en politique, dans les grands groupes. Donc même si c'est toujours eux qui ont la parole pour parler d'objectivité, moi aujourd'hui je suis ravie de parler de subjectivité parce que je crois que la subjectivité est exactement ce qui va sauver le monde et que c'est, vu que c'est un trait féminin, alors je ne suis pas là pour débattre de la raison de pourquoi, mais vu que c'est un trait féminin, donc souvent attribué aux femmes, je crois que c'est justement la preuve tangible qu'il est temps de donner le pouvoir aux femmes. Donc voilà. Pouvoir que vous avez su prendre en créant. Alors je sais pas si j'ai beaucoup de pouvoir parce que nous ce qu'on fait c'est de l'entrepreneuriat militant. Donc très simplement on va dans les grands groupes, dans les entreprises et on fait de la politique. On défend des convictions écologiques et sociales par des missions de conseil notamment. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois avoir trouvé ma place, et en ça donne peut-être du pouvoir, sur ce que j'appelle la chaîne de l'impact. La chaîne de l'impact, c'est de se dire qu'on a une transition écologique et sociale à conduire. Donc ça ne sera pas tout blanc, ce ne sera pas tout noir, ce sera long, ce sera périlleux. Bon, ça, je crois qu'on a compris, enfin, j'espère. Et qu'en fait, donc on a, 1000 marches d'escalier à monter. Et la question, c'est de se demander où est-ce qu'on se met pour aider tout le monde à monter les marches. Et moi, je crois que j'ai réussi, pour le moment en tout cas, à mettre mon expertise, ma connaissance, etc., au service de la transition, dans le sens où, avec Coalition, notre métier, c'est de faire travailler ensemble des innovations écologiques et sociales, qu'elles soient associatives, non-profit ou entrepreneuriales, profit, des grands groupes, parce que c'est eux qui ont quand même le pouvoir de porter les choses à échelle, et des politiques, responsables publics en tout genre, parce que c'est eux qui ont aussi le pouvoir de l'échelle. Et je pense qu'en fait, la question de la transition écologique et sociale, c'est pas, et je m'arrête là-dessus, c'est pas qu'on a un gros problème et qu'on n'a pas de solution. Moi, je crois qu'on a autant de solutions qu'on a de problèmes, mais qu'on a pour le coup, un vrai problème d'échelle. C'est qu'en fait, on ne sait pas travailler sur différentes échelles, que ce soit les échelles les plus micro. J'ai rencontré un jeune cet été qui était en service civique dans une friche de la Belle de Mai et qui me disait, à Marseille, donc dans les quartiers chauds de Marseille, et qui me disait « Ah, mais nous, dans la friche, on a trouvé toutes les solutions à la transition écologique pour les quartiers. » Je dis, ah bon, il faudrait inviter Emmanuel Macron qui vienne voir au niveau le plus local, le plus petit, ce qui se passe. Et il me dit, ouais, mais bon, personne ne s'intéresse à nous. Donc, à la fois, c'est savoir porter le plus micro, parce que c'est sur le terrain, c'est l'expérience qui fait les solutions. Et à la fois, faire redescendre le plus macro, à savoir, quand il y a des grandes, notamment les ODD, pour ne mentionner que les objectifs de développement durable, comment on les applique au niveau le plus local. Voilà. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu. Et donc, moi, avec ma modeste entreprise et compétences, je me mets au service de la transition sur la question des échelles. C'est le début du changement, en tous les cas. Le changement d'échelle, c'est extrêmement important. Arrêtez que chacun travaille en silo, parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en termes de rentabilité, ça sera très compliqué qu'une petite entreprise essaye de faire bouger les choses si les grands groupes ne suivent pas derrière. C'est ça aussi votre job. Vous essayez de connecter les initiatives les unes aux autres. C'est votre souhait aussi, Emma. Alors, j'ai beaucoup aimé, Emma, quand on a discuté ensemble. Emma, vous êtes toute jeune, on peut dire votre âge, vous avez 22 ans. Vous êtes étudiante à HEC en année de césure. Et vous avez eu un déclic en 2015, quand vous voyez le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui s'appelle Demain. Vous décidez complètement de changer d'optique de vie. Vous vouliez être styliste et là vous vous dites non, moi aussi, il faut que j'agisse. Vous prenez conscience que le monde est un petit peu en danger. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et toute jeune, vous décidez qu'il va falloir vous engager dans cette voie-là. Vous partez en Angleterre, découvrir
découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Vous faites des études en sciences économiques et Sciences Po. Vous revenez à Paris, vous entrez à HEC et là le choc. Le choc parce que au tronc commun, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, on me prépare au monde d'hier. Ça, c'est un gros problème aussi en France. Et là, vous avez décidé d'agir avec quelques-uns d'entre vous. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette action. Oui, bah, absolument. En fait, avec mes camarades, donc on est 9 en tout, donc moi incluse, à avoir eu cette initiative de lettre ouverte adressée au conseil d'administration de l'école, donc d'HEC. Et on s'est dit, on a une fenêtre, puisque notre directeur général a démissionné pour raison de santé. Et donc, du coup, il fallait décider de qui allait prendre sa suite. Et on s'est dit, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut que la personne qui succède porte vraiment les enjeux du siècle, à savoir les enjeux écologiques dans l'école. Parce que vraiment, le contenu de ce qu'on nous enseigne est complètement obsolète. C'est-à-dire qu'on est encore à ce qui était le cas quand j'étais au lycée, à savoir le développement durable, c'est un chapitre dans la matière, ça fait 1 heure, en gros, voilà, on en parle, c'est sympa, c'est joli. Et puis bon, c'est important, mais concrètement, on ne l'étudie pas comme étant, dans sa globalité, comme étant un enjeu inévitable, mais comme quelque chose d'accessoire, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on a décidé d'écrire cette lettre ouverte pour leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose que partage une poignée d'étudiants, mais que c'est quelque chose qui résonne en beaucoup de monde et de plus en plus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on s'est réunis pour écrire la lettre. Et on a essayé de la rendre très impactante, en tout cas le plus possible, d'où la phrase de « vous nous préparez au monde d'hier ». Et on l'a fait tourner en interne d'abord, parce qu'on s'est dit, si on envoie cette lettre juste de nous, 9, il ne se passera rien. Donc on l'a fait tourner d'abord dans les étudiants d'HEC et tous les alumni. Et c'est là que ça a été génial, parce qu'on a eu, en tout, on a eu plus de 2000 signatures. Mais surtout, on a beaucoup d'alumni qui nous ont contactés après avoir signé en disant « mais c'est extraordinaire, vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien parce que de mon temps, l'écologie, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait pas même de débat et d'espace pour en parler ». Et là, de se dire que enfin, entre guillemets, parce que bon, HEC, voilà, c'est la première école de commerce de France et d'Europe, globalement. Mais donc, du coup, c'était d'autant plus grave que cette école ne prenne pas le lead sur ces questions-là. Parce que si ça ne vient pas d'eux, on ne va pas s'en sortir. Et surtout, donc, on a dit... Le discours qu'on entend toujours, à savoir vous êtes la future élite de dirigeante, blablabla, ok, pourquoi pas, mais préparez-nous à, entre guillemets, avoir les capacités de prendre les responsabilités qui seront les nôtres, parce que si on ne le fait pas, il n'y aura personne pour le faire à notre place, et surtout, on en sera les premières victimes. Ma génération, les générations avant, et surtout les générations suivantes. Et je rebondis sur ce que disait Christian Estrosi, des 200 000 enfants qui sont probablement nés entre ce matin et maintenant, pour eux, on n'a pas le choix en fait, parce que ça serait trop injuste de ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur offrir un avenir. Parce que la question, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à tous ces enfants qui naissent maintenant dans un climat de crise généralisée sur absolument tous les secteurs, et qu'est-ce qu'on va leur proposer comme solution. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi, Flora, sur les solutions. En fait, le déclic que j'ai eu avec Demain, c'est pas sur les problèmes, parce que ça, j'avais déjà compris, mais c'est de me dire qu'en fait, il y a plein de solutions. Et nous, on est abreuvés de mauvaises nouvelles du matin au soir sur toutes les horreurs qui se passent à travers le monde, et on ne nous parle jamais des solutions. Et justement du fait que, en fait, chacun peut faire sa part et mettre en place quelques solutions, et 1 + 1 + 1 + 1. Voilà, justement, on est là pour ça aujourd'hui, pour crier haut et fort que les solutions existent. Le monde de l'entrepreneuriat le sait bien évidemment. Vous portez cette parole aussi. D'ailleurs, votre lettre a porté ses fruits. Je sais qu'un cours a été mis en place qui s'appelle « Enjeux et limites de la planète Terre ». Je voudrais quand même revenir sur quelque chose d'important. Vous m'avez dit toutes les deux, parce que le temps est compté, et moi je vais essayer de respecter le temps.
ne vais pas faire comme mes camarades, on essaye. Quelque chose que vous m'avez dit toutes les deux d'extrêmement important, c'est qu'il faut vraiment dépasser le marketing roi. Tant que le marketing et ce monde héroïsable sera en première ligne, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que vous prenez quand même une économie de la sobriété toutes les deux. Juste avant, parce que par rapport aux solutions, je vous invite à voir le film de Flore Vasseur, qui est Oui, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question. Je vais répondre, absolument. Mais parce que pour les solutions qui justement accompagnent cette jeune, qui ont mis en place énormément de solutions sur des problématiques très variées, pas seulement environnementales, et hyper poignant. Donc voilà. Et sur la sobriété, oui, je pense que surtout, il y a une fâcheuse tendance à vouloir toujours antagoniser le débat en disant, il y a ceux qui pensent que c'est par la technologie qu'on va s'en sortir et en gros, on peut continuer à faire ce qu'on a envie de faire juste avec des nouvelles technologies. Et ça, seul, je pense que c'est pas faisable. Et il y a ceux qui pensent que c'est en arrêtant tout qu'on y arrivera. Peut-être qu'on y arrivera sur le plan carbone, mais arrêter tout, c'est pas viable. Et donc, moi, je pense plutôt que c'est un alliage des deux qui peut fonctionner. C'est que je pense qu'on va avoir besoin de modifier notre mode de vie parce que la consommation à outrance avec les plastiques à usage unique, je veux dire, je vous parle pas du 8e continent qu'on voit d'ailleurs très bien dans le documentaire, et c'est vraiment, ça soulève le cœur de voir cette montagne de plastique qui vient de chez nous d'ailleurs, qu'on envoie à l'étranger. Ça sera pas possible, quoi. Moi, très vite, oui, en fait, le problème, c'est qu'on est dans un monde où les marketeurs ont gagné. C'est-à-dire que, effectivement, le temps se ROIse. Donc, le ROI, c'est le Return on Invest, donc le retour sur investissement. Et où, en fait, on dirige le monde avec des tableaux Excel. Et effectivement, le tableau Excel et la transition écologique, il y a un problème. Parce que pour conduire la transition, il faut choisir. C'est basique, mais choisir, c'est renoncer. Et en fait, les tableaux Excel font... je dis tableaux Excel, mais les indicateurs de performance font en sorte qu'on ne renonce à rien et que les chiffres soient les rois du marché. Alors effectivement, l'argent a quelque chose de super, c'est que c'est le meilleur indicateur qui ait jamais été créé. C'est-à-dire que l'argent, c'est universel, on en a tous, on en veut tous, on sait tous à peu près le mesurer. Donc on pilote tout avec l'argent, parce que c'est un très bon indicateur. Mais en fait, c'est un indicateur de performance économique, capitaliste. C'est pas forcément un indicateur, donc c'est comme ça qu'on a fait le PIB, etc. Mais c'est pas forcément un indicateur de performance sur le bien-être, la santé, l'égalité, le bonheur. Après, voilà. Donc on sait, ça fait des décennies que les économistes cherchent des nouveaux indicateurs. On trouve pas trop. C'est vrai, l'argent est très très fort. C'est super facile à mesurer. Mais effectivement, les responsables marketing, les directeurs financiers, aujourd'hui, dans les entreprises, ont tendance à neutraliser d'autres pôles que sont les directeurs de transition écologique, RSE, blablabla, parce que face à des actions, on met des chiffres, et donc forcément les chiffres gagnent, parce qu'ils sont plus performants d'un point de vue de la mesure, pas d'un point de vue du résultat. C'est peut-être ça aussi le progrès, parce que souvent on assimile le progrès à la performance. Progresser, c'est changer d'échelle. C'est redéfinir la performance. Redéfinir la performance. On l'a compris, bon, vous croyez quand même en 2050, hein, vous avez parlé toutes les deux du pouvoir d'adaptation des hommes. J'aimerais maintenant poursuivre avec Inès, parce que Inès, vous avez été l'une des premières. Vous aussi, vous avez eu votre déclic en vous promenant en pleine nature et en recevant des pushs sur votre smartphone et en menant l'enquête. Vous avez compris à ce moment-là aussi que la pollution digitale était un véritable danger. Pour autant, vous avez immédiatement fait un choix aussi dans votre vie. Vous avez totalement, peut-être pas totalement, parce que vous aviez aussi vos valeurs, vous avez créé votre fondation, votre ONG Digital for the Planet, et puis vous êtes devenue militante d'un certain côté. Alors vous avez beaucoup de choses aussi à nous dire sur la vision que vous avez de 2050 où le beau doit être absolument présent, redonner envie en fait, le goût d'un monde beau tout simplement peut-être. Merci beaucoup en tout cas, et merci et bonjour à tous ceux et celles qui sont là. C'est vraiment agréable de parler avec des gens, donc merci d'être là. Pour essayer d'être rapide et clair dans ce que j'aimerais dire. Moi, j'ai adoré la thématique de cette table ronde, quel rêve pour 2050.
c'est presque le nom d'un poème. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, finalement, le rêve, c'est la paix sociale, la paix économique, la paix écologique, la paix politique, tout ce qu'on veut. Et finalement, il y a cette locution latine qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Et alors, j'aimerais dire aujourd'hui, on pourrait dire « qui veut le rêve écarte le cauchemar ». Et en fait, c'est quoi le cauchemar? Alors, il ne faut pas craindre le réalisme. C'est Diderot en 1767 qui disait que les idées que les ruines réveillent en lui sont grandes. Et en fait, il ne faut pas du tout avoir peur des ruines qui nous entourent et que finalement, elles nous évoquent beaucoup. Le cauchemar, c'est quoi? Les cauchemars qu'il faut éviter d'abord, c'est la polarisation des extrêmes en politique. Et en fait, on va se rendre compte que notre comportement économique aujourd'hui a de vraies conséquences sur le fait que les majorités, les citoyens veulent de moins en moins de liberté pour les entreprises et veulent des démocraties finalement sans liberté. On veut voter, mais on veut couper court à plein de choses. Et puis vous avez les puissants qui sont de moins en moins nombreux, alors qui essayent d'avoir de plus en plus de pouvoir et qui rendent sourd le système en imposant des règles léonines et souvent injustes. Donc en fait, c'est comme ça que s'affrontent aujourd'hui deux choses qui fonctionnaient très bien, c'était le modèle le plus viable, c'est-à-dire les démocraties libérales. Aujourd'hui, on a le libéralisme des entreprises, le côté très pro-démocratie des citoyens qui s'opposent. Donc ces deux grandes idéologies en viennent aux mains. Et c'est comme ça qu'on a des frayeurs de catastrophes politiques, notamment avec les dictatures. Aujourd'hui, on a déjà la Russie, la Turquie, où on était dans des démocraties et qui, du jour au lendemain, se transforment en dictatures élues. On a en 1995 un chiffre qui nous dit qu'aux États-Unis, une personne sur 16 pense qu'un système militaire est un bon fonctionnement. En 2018, c'est une personne sur 6. Et les jeunes sont surreprésentés dans ce sondage. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'il faut comprendre, voilà, et on arrive sur des cas comme Éric Zemmour. Éric Zemmour, on en parle beaucoup, donc on va lui faire sa petite place aujourd'hui. Si on pouvait éviter de lui faire la promo, ça serait pas mal aussi. Je suis complètement d'accord, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on le voit comme un phénomène. En fait, c'est un épiphénomène, il n'est que la conséquence du vide. Et ce qui me permet de faire une transition avec le deuxième cauchemar, c'est l'éloignement de la culture. Aujourd'hui, on a un éloignement du beau, du sensible, en fait, qu'on va complètement subjectiviser. Donc, c'est pas intéressant, c'est pas capéisable. Et donc, on s'éloigne de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que cette reconnexion au beau, finalement, pourquoi elle est importante? Parce qu'on va revenir à des notions grecques où, en fait, le beau et le bien, en fait, étaient pensés ensemble. On avait une locution grecque qui se disait kalos, kalagos, qui voulait dire une personne bonne et bien. Et d'ailleurs, on faisait parfaitement la différence entre l'esthétique et la beauté. Un verre bien rond, bien soufflé, régulier est esthétique, mais rempli d'un bon vin et offert à quelqu'un, alors il devient beau. Et donc c'est cette approche du beau et du bien qui est intéressante. Et alors pourquoi le rapport à l'art? Aujourd'hui, on manque d'empathie. On manque clairement d'empathie. Il n'y a pas longtemps, je rencontre un multimillionnaire dans le cadre de mes activités dans l'art, parce que je suis directrice générale d'une agence d'artistes londonienne, à côté de mes engagements citoyens et associatifs. Et donc, je lui dis, je suis ravie de vous rencontrer. Il me dit, soyez pas obséquieuse comme ça, oh là là, c'est insupportable. Alors, je l'arrête, je lui dis, alors, on va poser un cadre. Je vous parle de la même manière que je parle à la femme de ménage qui vient dans nos bureaux tous les jours. On va se calmer tout de suite. Ça s'appelle la gentillesse, j'ai bien été élevée, j'aime en faire usage, donc ça va bien se passer, je vous promets, ça fait pas mal. Finalement, c'est devenu un super ami, on est copains, il m'adore, et il a beaucoup aimé que je vienne le bousculer. Pourquoi je raconte ça? Parce que l'empathie aujourd'hui nous manque. Moi, j'ai lu un article déplorable dans un grand journal d'une jeune journaliste qui a mon âge, et qui en fait déglinguait, excusez-moi, mais en règle l'empathie. Alors l'empathie, c'est pas dire belle journée en fin de mail. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et alors, c'est qui l'autre? Eh bien l'autre, c'est la personne socialement vulnérable, même voire intellectuellement vulnérable. L'autre, c'est le réfugié qu'on n'accepte pas quand il est dans l'eau. L'autre, c'est les générations non nées, tu en as très bien parlé tout à l'heure, et qui ne sont pas encore là, mais dont on colonise le futur. Quand la Grande-Bretagne a colonisé l'Australie, ils se sont posés sur un principe, encore une fois latin, qui est terra nullius, la terre de personne. Donc c'est bon, on peut y aller, c'est à nous. Aujourd'hui, on a un peu ce comportement de tempus nullius. Le futur, c'est à personne, c'est le temps de personne. Donc on peut aller le coloniser. Et donc, c'est intéressant de voir que l'empathie, finalement, peut être clé pour comprendre. Et pourquoi je parle de l'art? Parce que l'empathie, dans son sens allemand,
Donc se mettre à la place de l'autre, c'est son sens cognitif, mais dans son sens allemand, c'est Einfühlung, qui en fait signifie la réaction de bouleversement émotionnel devant une œuvre. Moi, par exemple, je ne sais pas vous, moi c'est la Pietà à Saint-Pierre dans la basilique du Vatican, où on a la Vierge Marie qui porte le Christ quand on descend de sa croix, qui est bouleversante d'empathie. On ne peut que ressentir une émotion, une douleur, une empathie dans du marbre. Enfin, il y a cette brutalité qui s'oppose à la beauté. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait mal, c'est qu'un Zemmour, c'est la conséquence du vide, c'est la conséquence du non-sensible, c'est la conséquence du rationnel. Donc oui, je voulais vous parler de beau. Et puis, dans un troisième temps, c'est l'enjeu de la réalité citadine, et je conclurai là. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole à d'autres. Mais c'est sauver le monde, c'est bien, quel rêve pour demain, c'est super. Mais ça commence aussi par une réalité locale. Qu'est-ce qu'on fait dans notre réalité de ville pour demain dire qu'en fait on le fait tous? Parce que si on fait un super truc à Paris, pas à Nice, ou à Nice, pas à Marseille, ou pas à Lyon, aucun rapport. Donc c'est comment on s'organise localement, et ça j'y crois beaucoup. Et notamment dans des villes côtières comme Nice, aujourd'hui la surbétonisation, c'est un énorme sujet. On a ce phénomène de subsidence qu'on observe que les chercheurs observent dans toutes les villes côtières, les villes maritimes, où les nappes phréatiques, à force du pompage de l'eau et la surbétonisation, s'affaissent. Et donc demain, avec la montée des eaux, eh ben, c'est un sujet. Est-ce qu'investir dans l'immobilier à Nice, eh ben, je ne sais pas. Moi, je ne le ferai pas, parce que dans 40 ans, déjà, four, vous l'avez très bien dit, en été, mais en plus, clairement, je ne sais pas ce qui va devenir de la ville. Donc voilà un peu pour le rêve pour 2050, évitons les cauchemars. Faire attention à ces extrêmes politiques qui naissent de par la croissance, parce que justement la croissance, elle est complètement déconnectée, elle ne vénère aucun principe supérieur, ni écologique, ni culturel, ni même moral ou éthique. Elle ne répond qu'au règne de l'argent absolu. Ce qui ne me dérange pas, moi j'adore l'argent. L'argent, c'est signe de liberté, ça me permet de faire des choix. Tout le monde devrait... Mon job préféré, c'est de regarder des femmes faire de l'argent, quelque chose qu'elles ont toujours eu du mal à faire. Par contre, le règne de l'argent qui surplombe toute valeur sacrée, on n'a plus de rapport au sacré, et aujourd'hui c'est ça, et ça ne fera pas de mal au capitalisme, au contraire. Merci Inès. Merci. Alors je rassure, oui, vous pouvez applaudir cette belle intervention. Je rassure tout de même les Niçois. Je pense qu'en 2050, Nice ne sera pas submergée parce que, comme vous l'avez toutes dit ici, eh bien, les solutions existent. Et effectivement, je vous invite tous à aller voir le film merveilleux de Fleur Vasseur qui s'appelle Bigger Than Us, parce que vous verrez que les jeunes sont en action. Et merci Emma de l'avoir rappelé. Des solutions existent, Isabelle, et on va finir avec vous parce que vous, ça fait... un petit bout de temps maintenant que vous avez lancé votre concept d'économie symbiotique, d'économie où vous rejoignez justement l'économie circulaire, le local, comment régénérer la planète. Vous nous l'avez annoncé en début de séquence avec cette formidable lettre où vous nous avez plongé dans un avenir dont on a tous envie. Alors j'aimerais en quelques mots que vous nous expliquiez le concept. Je suis un petit peu désolée, le temps passe. On va juste un petit peu déborder si la régie ne nous en voudra pas de quelques minutes. Isabelle, à vous. Je vous remercie. Alors, en effet, le constat, c'est que finalement, on a des entrepreneurs, des associations, des villes qui ont écouté les scientifiques et qui, depuis 50 ans, ont agi, notamment depuis 50 ans, parce que, en fait, dans 3 mois, on va commencer à fêter les 50 ans du rapport du Club de Rome, du rapport Minos. Dans quelques mois, on va fêter le premier sommet de la Terre, le sommet de Stockholm. Donc ça fait 50 ans. Et on a tout un ensemble de gens qui ont réagi, que ce soit écologiquement, socialement, économiquement, et on se rend compte qu'en fait, toute cette économie à impact positif, elle se structure de la même façon. Ces impacts positifs, on les trouve dans toutes les activités. Comment vous réutilisez la matière, comment vous utilisez l'énergie utile pour plusieurs services et vous augmentez le nombre de services par unité d'énergie utile. Comment vous, parce que vous produisez, vous restaurez les services écologiques planétaires qui sont la base du climat. Et c'est exactement ce que font toutes les espèces vivantes. On est les seuls à ne pas le faire en fait. Donc parce que vous produisez, vous avez des impacts positifs. Et en fait ce qui se passe, c'est que les externalités négatives, les impacts négatifs, ils coupent les liens entre les acteurs, forcément. Quelqu'un a des impacts négatifs sur vous, finalement, ça s'éloigne, ça coupe les fils.
Ce que font les impacts positifs, c'est que ça réunit les acteurs. Moi aussi, je travaille au quotidien avec les territoires, les entreprises, pour pouvoir les emmener vers cette régénération, et ça marche en écosystème. Et lorsque on relie les acteurs à externalités positives comme ça, on a ces effets synergiques, dont j'ai essayé de parler dans ma lettre, qui nous amènent à vraiment une puissance incroyable. Les grands constats, c'est quoi? C'est que, et ça c'est ce que dit l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est d'abord les solutions fondées sur la nature. Pourquoi? Parce que les écosystèmes sont à la base des services écologiques planétaires. Et parce qu'ils ont des effets sur nous. Moi, le constat que je fais, c'est non seulement cette économie, elle est complète, elle est globale, elle fonctionne selon les mêmes principes qui sont des principes d'écosystème, et quand elle est en synergie, elles sont extrêmement puissantes, elles deviennent très puissantes et plus rentables en fait que l'économie actuelle, étonnamment. L'écologie n'est pas un coût, elle devient un moteur. Le social n'est pas un coût, il devient un moteur parce qu'on fonctionne en écosystème selon ses externalités positives. Et là, ça change tout. Si vous voulez faire la transition selon le modèle business as usual, ça coûte une fortune. Parce que faire marcher un peu moins mal un moteur qui ne marche plus, ça coûte une fortune pour tout le monde. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on parle de la transition écologique comme un coût? L'autre chose, le grand constat de mes recherches, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est que, en fait, notre imaginaire économique n'a jamais été nourri que ce qui est beau puisse être efficace et que ce qui est doux puisse être puissant. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le monde a envie d'avoir vue sur un parc, vue sur les bois, vue sur la mer. D'ailleurs, l'abondance de paysages, elle existe, mais elle existe toujours pour une seule poignée de personnes. Il y a une privatisation de la vue. Aujourd'hui, on a besoin de remettre cette vue-là au cœur de tous, de partout, parce que ça nous régénère physiquement, ça nous régénère mentalement, ça nous fait faire des liens sociaux. Et comme l'efficience de cette économie, elle est sur le lien, c'est ainsi en incluant la beauté au cœur de nos vies qu'on pourra faire cette coopération au cœur de nos territoires, parce que c'est une économie qui vient des territoires, parce qu'elle se centre sur les besoins. Chaque fois que ça marche, c'est parce qu'on est parti des besoins, et non pas une économie de la demande, pas une économie de l'offre, une économie de la demande, du besoin, et on va y répondre, et c'est là qu'on va innover complètement différemment. Merci beaucoup Isabelle, parce que à la Tribune, on défend l'économie dans les territoires depuis toujours. On est présent sur toutes les régions. D'ailleurs, aujourd'hui, on est ravis d'être ici pendant ces 2 jours et on défend aussi bien évidemment l'innovation. Alors, mille merci à vous 4. C'était un vrai plaisir de débattre avec vous. Pour ceux qui ont envie de rêver encore un peu plus et qui ont bien compris que notre monde était vivant et qu'il était important de régénérer la planète, je vous invite à vous procurer le dernier numéro de Thé, la revue de la Tribune que j'ai le grand plaisir de diriger. Je vous remercie 1000 fois et puis je vous souhaite une très belle après-midi avec les autres séquences qui suivent et qui, je l'espère, seront tout aussi porteuses d'un avenir heureux. Voilà, merci. Au revoir. Merci beaucoup.